Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le bac de SES. On va continuer la même chose que dans la précédente, c'est-à-dire découvrir ensemble les sujets qui sont tombés avant ceux de France Métropolitaine. Si on s'attaque maintenant au sujet tombé en Polynésie française. Jour 1, dissertation. Les limites écologiques sont-elles le seul défi posé par la croissance économique? Alors là, c'est drôle, tout à l'heure, j'ai eu un élève qui m'a dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'on entend par défi? Qu'est-ce qu'on va attendre dans ce sujet? Je pense qu'il avait vu que la question, parce que quand vous regardez le document, en plus à nouveau, ils sont mis dans un ordre qui vous suggère le plan, c'est évident. Vous avez un document qui vous parle d'émissions de gaz à effet de serre. Un deuxième document qui vous parle de changement climatique, élévation de la température dans le monde. Troisième document sur les emplois menacés par l'automatisation. Et enfin, quatrième document sur les différences de salaire pour les travailleuses et travailleurs peu qualifiés entre les entreprises innovantes et non innovantes. Donc là, le plan, je pense que vous l'avez. On va remonter pour traiter. Mais en gros, vous allez faire un grand 1 sur les limites écologiques sont un défi posé à la croissance économique. Parce qu'il y a des externalités négatives, grand A, parce que les ressources naturelles sont épuisées, grand B. Certes, les deux documents vont aller dans le grand A, mais bon, pas de difficulté particulière. Et ensuite, grand 2, il y a cependant d'autres défis posés à la croissance économique. C'est quoi ces défis? C'est la question des inégalités, notamment les inégalités provoquées par le progrès technique qui est source de croissance économique. Donc là, forcément, ça peut, on le organise comme ça, quoi. En gros, grand A, vous avez un progrès technique qui est biaisé en faveur du travail qualifié, et donc il y a des emplois qui risquent de disparaître parce qu'ils sont pas assez qualifiés, parce qu'ils sont trop routiniers, qui peuvent facilement être remplacés par des machines, ce qu'on voit dans le document 3. Mais vous avez aussi, grand B, des inégalités entre les entreprises selon leur niveau d'innovation. Vous pouvez parler des questions d'effets superstars et des effets de réseau dans l'économie numérique. Vous pouvez aussi parler de destruction créatrice qui favorise certains secteurs d'activité, mais va entraîner des destructions d'entreprises, faillites d'entreprises et destruction d'emplois dans d'autres secteurs. Ensuite, quel est le sujet des preuves composées, toujours pour jour 1 et Polynésie française? On a une question de cours. À partir d'un exemple, vous montrerez que l'action publique pour l'environnement articule différentes échelles. Ok. En gros, il y a quatre échelles qui sont mentionnées dans le programme: locale, nationale, européenne, internationale. Donc, il faudrait, je dirais, en mentionner au moins deux. En tout cas, un exemple pour au moins deux d'entre elles pour vraiment insister sur l'aspect de différentes échelles et mentionner aussi les deux autres. Ça devrait a priori être suffisant. On peut se dire peut-être un point par échelle mentionnée. Ensuite, l'étude de documents. Ah bah tiens, le commerce national, encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Exportation, importation de l'Union européenne à destination en provenance de. Ok. Alors, la question 1 sur le document, vous comparerez le montant des importations de l'Union européenne en provenance de Chine à celle en provenance des États-Unis sur la période janvier-avril 2022. Donc, importation de l'Union européenne, ici, janvier-avril 2022, là. Donc, Chine, 194,9 et États-Unis, 103,9 en milliards d'euros. Ok, bah, il y a plus d'importations en Chine qu'aux États-Unis. Évidemment, c'est plus que citer les chiffres là. Je pense qu'il faut faire aussi attention aux taux de variation qui sont à côté et dire que ça a quand même un peu plus augmenté pour les États-Unis que pour la Chine par rapport à l'année précédente, 2021. Mais bon, a priori, il n'y a que ça à dire. Question 2, donc documents et connaissances, vous présenterez les facteurs permettant d'expliquer le commerce entre pays comparables. Donc en gros, là, la Chine, on la met de côté, mais on va plutôt se concentrer sur les autres pays, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, Japon, Corée du Sud. On est sur des pays comparables à l'Union européenne et on se dit finalement quels sont les éléments qui expliquent les importations et les exportations. Cette question, elle était déjà finalement dans le sujet 1, je dirais, du jour 1 sur, dans les centres étrangers, pardon. Donc en gros, les arguments, c'est vous avez des produits qui sont différenciés verticalement, des produits haut de gamme, des produits bas de gamme. Vous avez des produits qui sont différenciés horizontalement, des produits qui sont dans le même niveau de qualité, mais avec des caractéristiques différentes, et les consommatrices et consommateurs veulent avoir de la variété dans leur choix.
Et enfin, la question des chaînes internationales, des chaînes mondiales de valeur, qui justement va expliquer qu'on échange des pièces détachées qui parfois sont classées, donc se font entre des pays comparables et sont parfois même classées dans la même branche. Car la notion clé ici à évoquer, bon, c'est moins frappant que dans le document sur les, dans les centres étrangers, mais c'est la notion de commerce intra-branche, qui est de commerce de pays, de produits comparables, notamment du coup entre des pays comparables. Et pour terminer ce sujet d'épreuves composées, raisonnement sur dossier où on vous demande de montrer que depuis la seconde moitié du XXe siècle, la structure socio-professionnelle française a connu des évolutions importantes. Donc on a un document où on nous montre l'évolution de certains métiers, plus précisément d'ailleurs de certaines catégories socio-professionnelles entre 82 et 2014. Donc il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont diminué. Ensuite, on vous parle de l'emploi des femmes. Et enfin, le document 3, on vous parle à nouveau de l'emploi des femmes manifestement. Ok. Bon, alors je vous rappelle les 4 changements qui sont à mentionner pour répondre à ce sujet. La salarisation, ce qui se voit bien dans le document 1 sur la baisse des indépendants. L'augmentation du niveau de qualification, la tertiarisation qui se voit dans l'augmentation des cadres et des professions intermédiaires, mais aussi l'augmentation des employés, notamment en tout cas les employés non qualifiés. Plus difficile à placer ici les employés qualifiés, mais bon, on va dire que c'est resté stable. Par contre, des secteurs justement qui diminuent, on ne vous parle pas d'agriculture ici, mais ce serait le cas si vous aviez les chiffres, et clairement sur les ouvriers qualifiés et non qualifiés, donc secteur secondaire, ça diminue. Donc justement, salarisation, tertiarisation, au niveau de qualification. Et le dernier, celui qui se retrouve dans les documents 2 et 3, c'est la féminisation. Après, voilà, il faut voilà, présenter ces 4 transformations. Il faudrait aussi quand même donner des éléments d'explication sur la question du progrès technique, la massification scolaire. Le document 3 vous donne justement des éléments d'explication pour la féminisation. On vous parle de la volonté d'indépendance, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Voilà. À vous de voir, normalement, si vous avez votre cours, ça devrait le faire. Mais pas peut-être vous contenter de présenter ces 4 transformations, mais aussi dire un peu d'où est-ce qu'elles viennent. On passe là au sujet de dissertation du jour 2 pour la Polynésie française, comment l'espace social français était structuré et hiérarchisé aujourd'hui. Ça semble vaste, ça semble comprendre presque tout le chapitre sur la structure sociale. Le document 1 nous parle en l'occurrence de la question du type de ménage avec les familles monoparentales, les couples avec ou sans enfants, etc. Le document 2 vous parle des choix de spécialité selon le genre, mais aussi selon l'origine sociale. Ok. Le document 3 vous parle des inégalités des maires de Seine-Saint-Denis, des élus de Seine-Saint-Denis qui se plaignent d'être défavorisés. Ok. Et document 4, enfin, sur le taux de chômage selon le niveau de qualification. Bon, alors là, on le voyait un petit peu dans la formulation du sujet, si on connaît bien le programme et la façon dont il est formulé, mais ça apparaît encore plus clairement quand on voit les documents. Donc j'ai juste remonté, mais en gros, là, ça correspond à la partie du programme où on vous dit qu'il y a différents facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Justement, l'information que vous retrouvez ici. Les facteurs étant le type de ménage, donc le document 1, le genre, document 2, la profession et la catégorie socio-professionnelle, donc ça c'est aussi le document 2, la localisation, le lieu de résidence, document 3, et enfin la question du niveau de diplôme, document 4. Et il y a aussi, pardon, la question de l'âge qui ne se retrouve dans aucun document mais qui est attendu. Donc voilà en gros les différents éléments que vous devez citer à chaque fois, présenter un facteur de structuration et de hiérarchisation, expliquer en quoi justement il structure et hiérarchise l'espace social. La question, ça va être de se dire comment est-ce que j'organise ça pour faire un plan. Moi, le plan que j'avais fait dans mon cours, c'est regrouper d'un côté des facteurs qui pourraient être qualifiés de socio-économiques, donc en gros diplôme, euh, enfin, profession, catégorie professionnelle. Ah oui, j'avais aussi oublié pardon la question du revenu qui se retrouve pas directement dans un document ici, mais qui est attendu. Donc ça, c'était les 3 idées, diplôme, revenu et
catégories proportionnelles que j'avais mis dans ma première partie. Et dans mon grand 2, des critères que j'appelais socio-démographiques avec la question du lieu de résidence, de l'âge et du genre. Donc ça, globalement, je pense que c'est le plan qui est attendu. Vu la formulation du sujet, techniquement, je pense que tout ce qui est le débat sur les classes sociales, est-ce qu'elles sont pertinentes encore ou pas, n'est pas attendu, ce serait plutôt hors sujet. Mais si vous utilisez quand même ces arguments pour dire que, en tout cas, faire une partie sur les classes sociales reste pertinente pour décrire la société française, ça pourrait fonctionner. La partie juste pour dire ça n'est plus efficace, ça clairement ce serait hors sujet. Mais si vous dites qu'il y a une grande partie sur les classes sociales sont encore pertinentes et grand 2, il y a cependant d'autres facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social. Donc justement, le type de ménage, le lieu de résidence, l'âge, le genre, ça pourrait fonctionner comme plan. Et on termine avec le sujet d'épreuve composée Polynésie française, jour 2, qui commence par une question de connaissance. À l'aide d'un exemple, vous montre que le progrès technique est endogène. Question pas forcément facile parce que pour moi, ça c'est une question qui se prête souvent assez bien plutôt à un raisonnement sur de ces documentaires. Donc la question de dire quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on sait qu'on en a fait assez, ça peut être assez long, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. En tout cas, l'essentiel, ça va être montrer que le progrès technique repose sur décision des acteurs économiques, ça c'est la définition de progrès technique endogène, et essentiellement l'accumulation de différentes formes de capitaux, capital physique, donc machines, etc., capital technologique, donc justement les dépenses en recherche et développement, capital humain avec l'éducation et la formation des travailleuses et travailleurs, et ensuite capital public et la question des infrastructures publiques. On vous demande de citer qu'un exemple. Enfin, essentiellement, à l'aide d'un exemple, c'est pour dire il faut citer des exemples. Il faut en citer au moins un. Et forcément, si vous pouvez citer des exemples pour chacun des arguments, chacune des formes de capital que vous présentez, ce sera mieux. Ensuite, l'étude du document, ok, évolution du taux de chômage, montrer comment a évolué le taux de chômage de 2006 à 2010. Bon bah alors 2006 il est là, 2010 il est là, bon bah il a baissé avant quand même d'augmenter brutalement. Donc il faut pas voilà, vous contenter de comparer le point de 2006 au point de 2010, il faut vraiment décrire toute la courbe, donc la baisse puis l'augmentation brutale. Mais sur cette période, hein, mettez de côté tout ce qu'il y a avant 2006 et tout ce qu'il y a après 2010. Et surtout, n'oubliez pas que le taux de chômage, c'est des pourcentages par rapport à la population active. C'est marqué là en plus, hein, en pourcent des actifs. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas le mentionner. Et question 2, vous expliquerez les effets des fluctuations de l'activité économique sur le chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel, c'est par définition le chômage qui est causé par les fluctuations de l'activité économique. C'est le chômage qui est causé par une insuffisance de la demande globale anticipée par les entreprises. Puisqu'elles anticipent moins de demandes, elles produisent moins. Puisqu'elles produisent moins, elles ont besoin de moins de travailleuses et travailleurs. Donc, augmentation des licenciements, baisse des embauches et du coup, augmentation du chômage. Facile. D'ailleurs, d'autant plus facile qu'on vous parle justement de chômage conjoncturel. On vous dit du coup qu'il faut le définir. Alors qu'en fait, cette formulation, c'est un pléonasme. C'est comme si on vous disait, vous expliquerez les effets de l'eau sur le fait d'être mouillé. Et enfin, sujet de raisonnement sur de ces documentaires, vous montrerez que les questions environnementales impliquent une diversité d'acteurs à différentes échelles. Ça, j'adore. Ils ont repris la question qui est tombée la veille dans les mêmes lycées en question de cours et ils l'ont mise en question dossier documentaire. J'adore. Alors, j'aime pas le fait qu'une même question peut tomber en question de cours, en EC1 et en raisonnement sur dossier documentaire, EC3. Je trouve que voilà, ça pose des problèmes. Quand est-ce qu'on s'arrête dans le C1 et comment est-ce qu'on trouve assez d'éléments à développer pour le C3? Voilà, j'aime pas vraiment ce principe-là, mais j'adore le fait que ce soit la même question. Par rapport à tous les pronostics que vous pouvez vous faire sur le fait, tiens, il y a ce sujet qui est tombé la veille, les autres qui sont tombés là-dessus, donc ça va pas tomber sur nous. Mais là, c'est la même question et elle est tombée. J'adore, c'est exactement pour vous dire qu'il faut tout réviser, vous pouvez faire aucun pronostic, aucune impasse. Bravo aux correctrices, enfin en tout cas aux concepteurs et conceptrices du sujet. C'est peut-être juste une coïncidence, mais j'adore.
Les documents qu'on vous donne, c'est évolution des préoccupations environnementales. Ok, je vois pas le rapport avec le sujet, mais bon. Le document 2, les politiques environnementales depuis les années 70. Ok. Bon, alors on parle plutôt de politique nationale, mais il y a aussi un aspect international, d'accord. Et enfin, document 3, engagement des entreprises en faveur de l'environnement selon l'impact estimé de leur activité sur l'environnement. Ils sont sûrs qu'ils ont fait poser la bonne question par rapport au document? Diversité d'acteurs à différentes échelles. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas juste les différentes échelles, c'est aussi la diversité d'acteurs. Parce que clairement, le sujet va là-dedans. Bon là en plus c'est même plus sur la construction de l'environnement comme problème public, mais soit, éventuellement en tout cas on aurait la question des mouvements citoyens, plutôt, c'est difficile à dire, c'est un sondage sur les Français, donc bon, mouvement citoyen au niveau national. Là, on vous parle des pouvoirs publics au niveau national, mais aussi au niveau international. Et là, on vous parle des entreprises. Je précise pas trop. Ouais, c'est un document de l'INSEE, donc c'est au niveau national. Bon, alors la question de différentes échelles, elle n'est pas du tout évoquée dans les documents. Pas facile à ça, placer ensuite. En gros, les deux aspects que vous devez traiter. D'un côté, vous devez montrer qu'il y a une diversité d'acteurs. Donc, je rappelle quels sont les acteurs en question. Mouvements citoyens, associations et ONG, partis politiques, experts, pouvoirs publics et entreprises. Ça, on les trouve bien dans les documents. Et ensuite, vous avez différentes échelles. Locale, nationale, européenne, internationale. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire, ouais, une façon facile de faire un plan par rapport à ça, c'est de dire grand 1, diversité d'acteurs, ou grand 2, différentes échelles. Il y a sûrement un moyen de regrouper ces deux parties ensemble et de faire un plan qui est plus intéressant, qui se contente pas de dire je vais séparer le sujet en deux. Mais en tout cas, c'est le sujet le plus facile. Ça demanderait un peu de temps de réflexion de ma part pour vraiment montrer tous ces deux aspects. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'embêter. Si vous avez ce sujet, ça devrait passer. Si vous aimez le challenge intellectuel, bah vous allez chercher par vous-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'indiquer en mettant des likes, en vous abonnant si c'est pas le cas. On n'en est pas très loin des 1000 abonnés. Si vous pouviez faire un effort supplémentaire, ce serait génial. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez encore des questions. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.